Ceci est un petit tutoriel sur la méthode du commentaire de document. Donc nous allons commencer par voir comment est-ce qu'on présente un document en introduction, comment on détermine son contexte, comment on le résume dans la partie analytique de l'introduction et comment enfin on peut en dégager une problématique et un plan. Et cela implique un travail préparatoire, et ce travail préparatoire, si c'est à la maison, il convient bien entendu d'aller chercher des renseignements dans la bibliographie, et notamment dans les encyclopédies, en l'occurrence dans l'encyclopédie de l'islam. En ce qui nous concerne, je vais me contenter des informations que je possède personnellement et que j'ai pu réunir par mon expérience, car cela suffit amplement et donne un bon aperçu de ce qu'on peut faire dans un commentaire sur table en 3 heures, tel qu'on peut le demander à l'université. Et donc il faut commencer par identifier l'auteur de l'œuvre. Alors ici, on a donc un personnage qui s'appelle Al-Tabari. Alors Al-Tabari est un auteur qui, comme son nom l'indique, est un auteur qui écrivait en arabe. On voit ça assez distinctement lorsqu'on compare avec ce second auteur, on va expliquer le lien qui est entre eux, qui s'appelle Bal'ami. Alors ici, on n'a pas l'article arabe al, ce qui suggère d'emblée qu'on a affaire à un nom persan. Alors, il faut se méfier, hein, il arrive souvent que les noms arabes avec alif lam, donc avec al, soient dits dans les langues occidentales sans le alif lam, qui parfois ne se prononce pas en arabe. À l'inverse, vous avez tout à fait des personnages persans qui pouvaient écrire en persan, mais qui pouvaient avoir tout à fait la prétention de se présenter avec un article en alif lam à l'arabe. Donc, mais en l'occurrence, hein, vous avez une présentation qui est correcte. Et donc, il s'agit d'un texte qui est donc l'histoire universelle. C'est la chronique des apôtres et des rois, ou la chronique des nations, des rois et des nations, mais l'histoire universelle convient très bien, donc c'est une chronique universelle, c'est-à-dire qu'elle commence à l'origine du monde, à la création divine, et elle se termine au moment d'écriture de l'auteur, Al-Tabari, qui vivait donc à la fin du 9e et au début du 10e siècle, et il est mort, si je ne me trompe pas, en 923. Il se trouve qu'ici, donc, nous sommes, comme l'indique l'information donnée aux étudiants, dans l'adaptation persane de ce texte, donc l'adaptation persane par Bal'ami, auteur de langue persane. Al-Tabari aussi est originaire du monde iranien, il vient du Tabaristan, il est né au Tabaristan au milieu du 9e siècle, mais il écrit en arabe, il vit à Bagdad. Bal'ami, lui, vit à la cour des Samanides, donc qui sont les émirs du Khorassan qui sont eux-mêmes à l'origine des seigneurs locaux de l'oasis de Bukhara en Asie centrale, en Transoxiane, au-delà de l'Oxus, au-delà de l'Amoudaria. Bal'ami est un exemple essentiel de la Renaissance persane du milieu du Xe siècle et qui se prolonge bien évidemment pendant tout le Moyen-Âge central. Il en est un peu le point de départ en termes historiographiques. Point de départ qui est animé notamment par la cour samanide de Bukhara et du Khorassan plus généralement, mais pas seulement. Et l'œuvre de Bal'ami consiste à reprendre l'histoire universelle d'Al-Tabari, qui est un monument de plus d'une dizaine de volumes dans l'édition actuelle de référence, et de le reprendre dans un format beaucoup plus concis. Il va enlever un certain nombre d'éléments, notamment les isnad, les chaînes de transmission, donc en fait les sources, les référencements de ces informations. Il va synthétiser les informations quand elles sont contradictoires, parce qu'Al-Tabari présente régulièrement des versions contradictoires avec des isnad, donc des chaînes de transmission différentes. Il synthétise et parfois il ajoute aussi des éléments de son cru, soit des passages, soit des précisions, soit des versions contradictoires, en disant « il m'est arrivé aussi cette information » et donc il va proposer une information contradictoire à la chronique d'Al-Tabari. Il se trouve que la chronique de Bal'ami, cette synthèse augmentée, cette adaptation
cette interprétation en persan de la chronique universelle arabe d'Al-Tabari a été en fait traduite en français par Zotenberg, qu'on voit ici, et pas en 1993. 1993, c'est l'année donc de republication. Et donc elle a été traduite en français par Zotenberg et titrée La chronique d'Al-Tabari. Ce qui a induit une coutume à l'intérieur du monde universitaire français que d'appeler le texte de Balami, en tout cas sa traduction française, le texte de Tabari, ce qui induit que nous disposons toujours de ces traductions françaises très pratiques, plutôt bien traduites à partir du persan de Balami, mais pas directement de la source de Tabari, et les textes ne sont jamais exactement ceux d'Al-Tabari, et c'est ici aussi le cas. Et dans le cadre d'un commentaire, que ce soit à la maison ou sur table, on ne vous demande pas de travailler sur toute l'histoire éditoriale de ce texte. C'est indicatif, c'est purement indicatif, simplement pour vous indiquer que la traduction n'a pas été faite par un de vos professeurs, un des examinateurs, qu'on reprend telle quelle une traduction déjà existante. Donc un original arabe avec une adaptation persane du Xe siècle, de l'époque de la dynastie samanide, donc de 1 à 2 générations après la mort d'Al-Tabari. La chronique universelle de Tabari elle-même est organisée en annales, par année, à partir bien évidemment de l'an 1 de l'Hégire, qui est en 622. Et c'est là que, après avoir présenté donc la nature historiographique, chronique, analytique du texte, après avoir présenté sa date, donc fin 9e, début 10e siècle pour la version arabe, milieu 10e siècle ou fin 10e siècle pour sa traduction persane ou sa réécriture persane ou sa synthèse persane, vous en arrivez à présenter donc les auteurs qui sous-tendent ça, donc nature, date, auteur. Et là, donc, vous devez présenter le contexte des événements qui sont décrits. Non plus le contexte des auteurs, mais le contexte des événements qui sont décrits. Donc c'est la deuxième strate de votre introduction. Donc cette chronique analytique nous conduit à l'époque de la fondation de Samarra. Et l'époque de la fondation de Samarra, il peut être bon de le mettre dès l'introduction, c'est 836, sous le calife Al-Mu'tasim, qui, comme on le voit dans le texte, Al-Mu'tasim est mentionné sans le AL, sans l'article arabe, et la ville de Samarra est ici. D'accord ? Donc ça c'est le contexte, et donc c'est probablement un morceau historiographique que vous pouvez d'emblée placer dans l'année qui correspond à 836, qui bien sûr se dit en année de l'Hégire, qui doit correspondre à l'année 221 de l'Hégire, si je ne m'abuse. Donc c'est la fondation de cette grande ville dont il est question. Le contexte ici, donc on vient de l'introduire, c'est la fondation de Samarra, donc en cette année 220 ou 221 de l'Hégire, en 836. Peu importe pour les années de l'Hégire, bien entendu. Au niveau licence, ces questions ne se posent pas. Donc, il faut préciser dans quel contexte le calife Al-Mu'tasim Billah, c'est son titre honorifique, c'est son laqab, élément que vous pouvez préciser d'emblée ou dans le développement, que ce calife, donc Al-Mu'tasim, le premier calife, disposait donc d'un laqab, d'un surnom honorifique qui mentionne le nom de Dieu, est le petit frère de 2 autres califes, et le fils d'un calife. Il est le fils de ce calife-là, que vous voyez ici, mentionné ici. Donc c'est le calife Haroun al-Rachid. Et donc après la mort d'Haroun al-Rachid, en 809, très vite, ses 2 fils, Al-Amin et Al-Mamoun, qui ne sont pas directement mentionnés dans ce texte, se font la guerre. Al-Amin dirige officiellement le califat, et Al-Mamoun est en charge de la partie orientale du califat, notamment le Khorasan. C'est le territoire où il y a donc, dès l'abord, le plus fort soutien à la dynastie abbasside. C'est le territoire dont sont venues les populations qui ont renversé les Omeyyades entre 747 et 750 et qui ont pris le pouvoir et qui se sont massivement installés en Irak et en Syrie, en tout cas en caserne, en groupe militaire. C'est un sujet essentiel qui est traité dans ce texte. Et Al-Mamoun
va reproduire, un petit peu déjà comme son grand-père Al-Mahdi, va reproduire le mécanisme de la révolution abbasside des années 747-750 et renverser donc son aîné Al-Amin, calife en titre à Bagdad, en 813. À l'issue de cette guerre civile, la guerre civile en fait se poursuit à travers l'atomisation en fait de l'empire, ce qui va conduire à l'indépendance de fait de l'Espagne omeyyade, du Maroc idrisside, mais aussi de l'Ifriqiya, dont le gouverneur Al-Arlab devient donc une autorité officielle et qui peut imposer ses fils comme successeurs. Et on va retrouver à peu près le même procédé en Orient, en Extrême-Orient, dans le Khorassan, où le principal général khorassanien, oriental, d'Al-Mamoun, profite en fait de l'appui qu'il a apporté à Al-Mamoun pour renverser Al-Amin, pour, à terme, après avoir reconquis la Syrie et l'Égypte, pour construire une principauté, lui et surtout ses fils après lui, dans le Khorassan, une principauté indépendante qui correspond à la principauté de l'Ifriqiya, de l'Afrique des Arlabides, en Tunisie. Donc on est dans ce contexte de décomposition relative du califat, et puis de restructuration malgré tout, parce que sous Al-Mamoun, avec l'aide de généraux comme Tahir, on a une reconquête de la Syrie où il y avait des rebelles arabes en grand nombre, et aussi de l'Égypte qui échappait complètement au contrôle du gouvernement central. Et cette reconquête ne se fait pas sans difficulté, et elle implique un recrutement de plus en plus important de Khorassaniens et bientôt des esclaves des Khorassaniens. Les esclaves des Khorassaniens sont recrutés dans les steppes turques. Ils sont issus des esclaves que les tribus turques qui se font la guerre entre elles revendent sur les marchés à l'intérieur du domaine de l'islam, le Dar al-Islam. Ces groupes de mercenaires turcs étaient déjà en partie embauchés par les seigneurs locaux de Transoxiane, sogdiens, qui parlent le turc et qui parlent le sogdien, une langue iranienne, et donc qui sont très très facilement locuteurs du persan, qui est la lingua franca des Khorassaniens, dès ce moment-là probablement, même si ça n'est pas du tout une langue écrite ni officielle. Et donc on se retrouve avec un certain nombre de grands généraux issus de familles royales, d'Asie centrale, des oasis d'Asie centrale, de familles seigneuriales ou royales, qui dirigent des groupes de mercenaires turcs issus pour la plupart de l'esclavage. Et ce mécanisme donc va peupler progressivement l'armée d'Al-Mamoun, notamment dans la reconquête de l'Égypte, dans les années 820 et dans la répression des révoltes de la fin des années 820 et du début des années 830. Finalement, ce mécanisme conduit au pouvoir le troisième fils de Haroun, Al-Mu'tasim, qui est lui-même d'origine turque par sa mère, et qui est lui-même celui qui fournissait l'armée turque au service d'Al-Mamoun pour sa reconquête. Et donc il s'impose grâce à cette armée, qui est d'ores et déjà une armée privée. On est donc au sortir de cette longue période de guerre civile et de reconquête difficile, et cette longue guerre civile et cette reconquête difficile s'achève par la victoire de celui qui dispose d'une armée privée de Turcs, organisée en Asie centrale avec l'aide de seigneurs transoxiens et khorassaniens au sens large. On l'a déjà évoqué, évidemment il faut l'évoquer dans le contexte, mais il ne faut pas tout expliquer. Une bonne partie de ce que je viens d'expliquer est à expliquer dans le développement. Il faut un contexte synthétique qui englobe l'essentiel des éléments, la quatrième fitna, la reconquête, la mobilisation de troupes turques, le problème de l'installation de ces troupes turques, au service de ce nouveau calife qui a pris le pouvoir à la suite de la guerre civile de ses deux frères. Voilà le contexte dans lequel Mu'tasim décide de fonder une nouvelle cité pour s'installer lui-même, installer sa cour, sa famille et l'ensemble de son armée privée turque, de mercenaires turcs, de mercenaires d'origine servile, les Roulam. Et ça, on va revenir par l'analyse du texte. Donc maintenant, il faut procéder à l'analyse linéaire du texte. Et c'est le résumé de cette analyse linéaire, groupe de mots ou groupe de phrases, groupe de paragraphes ou paragraphes les uns après les autres, qui figurera après le contexte dans l'introduction. Maintenant, il faut procéder à cette analyse linéaire et nous allons donc identifier les éléments qu'il faudra expliquer dans le commentaire. Il faut les identifier
Et il faut en produire une explication dans le contexte historique et géographique. Donc on a déjà identifié la ville de Samarra. Alors, on nous dit que c'était une ancienne ville. Alors d'emblée, on a quelque chose qui est complètement hors contexte. Cette ancienne ville n'a pas de rapport avec ce qui va se passer avec la Samarra que nous connaissons. Il y a simplement la réputation et le nom de la ville, l'onomastique, le toponyme, la topographie, nous indique qu'il y avait une agglomération. On n'a aucune idée de la taille de cette prétendue ville. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a un nom de ville qui a un nom araméen local, Samarra. Le A final, le A long final, et l'article en araméen. C'est l'équivalent du AL arabe. Cette ville est effectivement située au bord du Tigre, et là donc on va conserver cet élément pour une description géographique de l'environnement. Et là on a une autre indication donc, qui explique cette structuration comme ancienne ville. Cette structuration comme ancienne ville, ici il faut expliquer. Donc vous voyez sur la première ligne, vous avez 4 éléments à expliquer. Les Khosroès, on ne peut pas passer sans expliquer cela. Donc les Khosroès se réfèrent à 2 rois sassanides, la dynastie qui dirigeait l'Irak et l'Iran avant la conquête arabe. Cette dynastie donc de langue perse est originaire du Fars, donc la province qui donne son nom à la langue perse, a régné du 3e siècle de notre ère jusqu'au 7e siècle de notre ère, pendant environ 400 ans. Cette dynastie sassanide a eu 2 rois qui se sont appelés Khosrow et qui ont marqué la mémoire du monde tardo-antique et médiéval, qui les a associés, un petit peu comme Ramsès est associé à l'Égypte pharaonique, Khosrow est associé à la Perse sassanide. Donc les Khosrow, Kisra en arabe, Khosrow en persan, sont Khosrow Ier du milieu du 6e siècle et Khosrow II de la fin du 6e, début du 7e siècle. C'est la mort de Khosrow II en 628 qui précipite l'Empire sassanide dans la guerre civile dont il ne se relève en réalité jamais, puisque les conquêtes arabes profitent en fait de cet état de déstabilisation pour reprendre pour le compte de la cité de Médine l'empire. Mais le souvenir de cet empire des Khosrow, donc de cet empire sassanide, reste, lui. Et on nous dit donc que la ville est tombée en ruine, c'est une ancienne ville en ruine. Donc il y avait probablement une agglomération, c'est en tout cas ce que les gens au 9e siècle prétendent. C'est ce qui est arrivé à Al-Tabari, ou peut-être même directement à Balami, ici nous n'avons pas les détails. Cela permet malgré tout de faire un rappel que l'espace irakien qui est investi symboliquement par les conquérants de la révolution abbasside, qui est investi symboliquement par la fondation de Bagdad en 762, à côté de la capitale impériale sassanide qui est Ctésiphon, cet espace sassanide irakien continue à être le centre du califat, et c'est là donc, à Samarra, dans cet espace irakien, au long du Tigre, que l'on a décidé de fonder cette nouvelle cité à partir de 836, c'est la date clé. Donc on nous parle du canal de Qatoul, donc on a à nouveau un élément d'onomastique araméenne, ici. Donc il s'écrit avec vraiment un schème, le schème ce sont donc les types de voyelles qu'on va trouver entre les consonnes de la racine sémitique trilitère, qatala, et il se trouve que la racine ici, elle est précisément une racine araméenne, puisqu'en arabe, on a un ta et pas un ta. Donc là, on a donc la racine qatala qui veut dire tuer, tout simplement. Donc c'est le nom d'un canal qui existait probablement de période antique, depuis la période antique, et qui avait été remise en eau à l'époque omeyyade. Quand on nous dit qu'il traverse le territoire de Mossoul, il ne faut pas comprendre qu'il traverse la ville de Mossoul. Donc le territoire de Mossoul est aussi une indication géographique à prendre en compte. Cela implique qu'on considère que Samarra fait partie de la province de Mossoul. Et la province de Mossoul commence à partir globalement de la ville de Tikrit aujourd'hui, vers le nord. Et il se trouve que Samarra est en réalité dans la zone un peu indécise, au sud de Tikrit, mais très au nord de ce qui est traditionnellement considéré comme étant l'Irak. Donc on est plus ou moins dans la province de Mossoul, et en fait là le canal est probablement à son aboutissement. Donc c'est un canal qui est sans doute dérivé d'un des affluents du Tigre, peut-être le petit Zab, ou le Zab inférieur, et qui donc va longer le Zab et le Tigre afin d'irriguer la plaine fluviale. Alors, ici, on a une information qui est très difficile à comprendre en contexte,
Et à vrai dire, je n'ai pas trouvé cet élément dans le texte de Tabari. Donc il est probablement ajouté par Bellamy, et il faudrait vérifier cette information, sans quoi l'information a en fait extrêmement peu d'utilité. Le canal ne peut pas venir du territoire des Romains, la frontière de Roum, c'est le territoire des Romains comme c'est traduit ici, ne peut pas venir d'Anatolie, ça n'est pas possible. Donc on ne sait pas exactement ce que Bellamy entend par là. En tout cas, donc voilà, il fournit en eau toutes les villes, c'est-à-dire les villes qui sont le long du Zab inférieur et du Tigre, de donc cette province de Mossoul. Le territoire, la province de Mossoul, il faut expliquer l'organisation provinciale. Donc vous avez l'Irak, vous avez la Jazira, qui est la partie occidentale de la Haute-Mésopotamie, l'Irak qui est la partie du sud de la Mésopotamie, et pour le nord de la Haute-Mésopotamie, le long du Tigre, on a la province de Mossoul. Donc il faut identifier cette géographie. Donc on a encore à proximité du Tigre. Donc on a une description géographique très complète qui inscrit Samarra dans un environnement mossoulien, ou mossouliote. Alors Bellamy, ou Tabari, sa source arabe, insiste à nouveau pour nous dire qu'il s'agit d'une reconstruction. Une reconstruction, c'est une ancienne ville fondée par les Khosroès. Donc on va marquer ici tous les éléments qui rappellent donc cette antériorité. Les ruines également. Et on va renoter ici Samarra avec la même couleur. Alors, après cette première présentation, et ici, dans l'analyse de l'introduction, il faut donner une courte phrase qui correspond à ce petit paragraphe. Samarra a été refondée par Al-Mu'tasim dans le territoire de Mossoul, dans la province de Mossoul, non loin du Tigre, non loin d'un canal qui longe le Tigre, à partir donc du nom d'une localité méconnue d'époque sassanide. Voilà, c'est ce qui le dit de la ligne 1 à la ligne 5. Et puis, donc, de la ligne 5 à la ligne 10, on a une nouvelle explication qui montre qu'il y a un précédent à ce désir de ne pas séjourner à Bagdad. Donc on a Haroun el-Rachid, dont on a déjà donné ses dates. Il faudra, dans le développement, rappeler les dates d'Haroun el-Rachid. Haroun el-Rachid arrive au pouvoir en 786 ou 787 et meurt en 809. Haroun el-Rachid, donc c'est le contemporain exact à quelques années près de Charlemagne. Haroun el-Rachid est le petit-fils d'Al-Mansour, qui est mentionné ici. Al-Mansour, à nouveau, on le retrouve sans l'article AL, qui est peut-être un biais lié à la traduction française propre à Zotenberg. Zotenberg vivait à la fin du 19e siècle. Al-Mansour est le fondateur de Bagdad. Et ça aussi, il faut l'expliquer. Si vous avez Mansour et Bagdad dans la même phrase, c'est parce que l'examinateur, l'évaluateur, attend que vous expliquiez comment Bagdad a été fondé. Pourquoi et comment. Et ça nous rappelle donc que c'est cet espace irakien qui était au cœur de l'Empire sassanide, qui est au cœur de l'Empire abbasside. Donc l'Empire abbasside lui-même fondé par des soldats qui arrivent d'Extrême-Orient, du Khorasan, donc de la partie orientale de l'Iran. Et la capitale donc est fondée par Al-Mansour, qui régnait de 754 à 775. Vous devez noter ces dates. Elle a été fondée en 762, à une dizaine de kilomètres au nord de l'ancienne capitale sassanide, où se trouvait encore le patriarcat syriaque oriental, etc. C'était encore une ville importante, la ville de Ctésiphon, et Bagdad était comme son nom l'indique, un bar, une vigne ou un jardin, et qui était en banlieue, qui était dans les faubourgs, dans les vergers, dans les maraîchages qui sont autour des grandes cités. Et donc on nous parle justement ici de cette armée khorassanienne. Donc cette armée khorassanienne, justement, c'est celle de la conquête. Ce sont les Abna ad-Dawla, les fils de la dynastie, ou les fils de la révolution. Dawla étant à double emploi dans ce contexte du 8e siècle, ou du début du 9e siècle. Donc ce sont les gens du Khorasan, les Abna ad-Dawla, toutes les troupes d'élite du régime, celles qui tiennent l'empire, notamment en ayant une garnison à Bagdad et en ayant une garnison également dans les anciennes grandes villes de garnison omeyyades,
comme par exemple Ouassit en Irak, mais aussi Raqqa, ou Harran en Haute-Mésopotamie, Raqqa en Haute-Mésopotamie, ou Raqqa, où une capitale pour l'Occident a été construite sous Al-Mahdi et est devenue résidence impériale sous Haroun el-Rachid. Cette idée de changer de ville existe déjà dans l'esprit d'Haroun el-Rachid, qui est le petit-fils du fondateur de Bagdad. Puisqu'Haroun el-Rachid s'installe à Rafika, ville fondée par son père Al-Mahdi. À Rafika, donc la nouvelle ville de Raqqa. Alors on nous explique que la ville de Bagdad est une ville qui est fondée pour l'armée. Ça n'est pas complètement vrai. En tout cas, on nous explique que vous avez une base militaire de gens qui sont installés depuis longtemps, qui sont propriétaires de leurs terres. Effectivement, si ce sont des populations qui sont depuis la révolution abbasside, on est face à des gens qui sont pratiquement depuis un siècle installés là. Et donc il est très difficile de les faire se mouvoir. Et puis donc on a ce problème de la demande continuelle de l'argent. Et là donc vous devez expliquer comment fonctionne la solde. C'est soit le rata, donc la solde en numéraire, en monnaie, que reçoivent donc les soldats. Et ils les reçoivent pas seulement en raison de leur service, en fait ils les reçoivent en raison du fait que leurs aïeuls ont été en service. Et donc on se retrouve avec toute une hiérarchie de soldes qui dépend du fait qu'on a été précédent dans l'islam. Donc les gens qui reçoivent les soldes les plus importants sont ceux dont les arrière-arrière-grands-parents étaient à la bataille de Badr. Et ça continue, et donc bien sûr les gens du Khorasan, les Abnad Daoula, ont eux aussi des primes exceptionnelles parce qu'ils étaient à la révolution abbasside. Mais là on est 2 générations plus tard. Et ce qui se passe en fait sous Al-Ma'moun et sous Al-Mu'tasim, et ça c'est l'élément essentiel qui n'est pas mentionné dans le texte, c'est que ce privilège qu'avaient les Arabes à toucher la solde en vertu du service militaire de leurs ancêtres est aboli par Al-Ma'moun. Il est aboli au moment où on remplace leur service militaire ponctuel, occasionnel, incontrôlable parce que enquistés dans le système, on le remplace par des troupes fraîches qui sont payées en fonction de leur service réel maintenant, des troupes fraîches qui sont en plus, on va y venir, donc des esclaves. Donc voilà, il faut mentionner ce problème de la solde, et il faut mentionner aussi donc le problème que les troupes arabes ou arabo-khorassaniennes se plaignent en fait d'avoir perdu leurs privilèges et de devoir en fait combattre pour pouvoir être payés. Et donc il y a une ambiance insurrectionnelle forcément, puisque ces soldats n'ont pas l'intention de devoir quémander de l'argent justement eux non plus. Ils veulent retrouver le droit qui était celui, jusqu'à une décennie plus tôt, de se recevoir la solde, qu'ils servent ou non réellement dans l'armée. Donc dans ce contexte insurrectionnel, Al-Mu'tasim veut établir sa résidence et sa cour dans un autre endroit. Donc loin de cette armée de Khorassaniens. Il y laisse un général, un émir. Et voilà. Donc ce demi-paragraphe également doit être synthétisé très très brièvement dans l'introduction. Donc on va nous dire de la ligne 5 à 10, vous avez comme information que le pouvoir est mal à l'aise de fréquenter des soldats qui sont installés de longue date à Bagdad, en particulier dans le contexte de l'abolition des soldes. Et donc c'est Al-Mu'tasim, dont on a déjà parlé, qui règne de 833 à 845, si je ne m'abuse. Donc c'est donc lui qui prend cette décision, donc on nous présente, en tout cas ce sont les historiens qui, avec une lecture téléologique, nous présentent la chose comme étant en germe. Et effectivement, je vous rappelle, si vous avez Haroun el-Rachid et l'envie de quitter Bagdad, vous devez mentionner donc la fondation de Rafika, la deuxième Raqqa, sous Al-Mahdi, puis le fait que Rafika devient le centre politique impérial sous Haroun el-Rachid. Vous êtes obligé de mentionner ça, parce que c'est effectivement ce précédent qui est à l'esprit de l'auteur. Et il faut toujours se rappeler en commentaire que l'on doit expliquer tout ce qui n'est pas évident pour quelqu'un qui ignore toute cette histoire. Si vous le faites lire à votre grand-mère, ce texte, vous devez expliquer tout ce qui n'est pas évident à votre grand-mère. Et donc le lien qui est évident dans l'esprit de Tabari ou de Balami entre Haroun el-Rachid, Bagdad et la fondation de Rafika, il n'est pas évident pour ceux qui ne connaissent pas la fondation de Rafika. Il faut donc l'expliquer. Deuxième paragraphe ici dans la présentation, mais
troisième paragraphe dans le résumé analytique qu'il faut faire en introduction. Donc à partir de la ligne 11, on va voir jusqu'où ça nous mène. Donc on nous dit c'est le calife al-Mu'tasim qui, après avoir résidé à Bagdad 1 an et 2 mois, mit à exécution le projet de transporter la résidence ailleurs. On reprend, hein, on peut même intégrer d'ailleurs cette phrase dans le résumé analytique du passage précédent. Tout à fait. Donc on peut très bien l'amener de la ligne 5 à la ligne 12. Donc c'est la concrétisation d'un processus que téléologiquement, les historiens de la fin du 9e siècle, du 10e siècle, pensent être l'aboutissement naturel d'une démarche qui est de quitter Bagdad. Et là, donc, on va parler de la particularité d'Al-Mu'tasim, dont on a déjà traité très brièvement dans le contexte. Donc, Al-Mu'tasim aimait les Turcs parce que sa mère est turque. Il faut se rappeler cet élément-là. Haroun avait évidemment un certain nombre de femmes, beaucoup étaient des esclaves elles-mêmes affranchies de statut Walad, et Al-Mu'tasim, si je ne m'abuse, sa mère était une Walad d'origine turque. Donc, ce qui explique les liens très forts qu'il pouvait avoir avec le recrutement des Turcs en Asie centrale qu'il faisait pour le compte de son frère dans le contexte de la guerre civile contre Al-Amin, contre leur aîné, qui était lui d'une mère arabe de sang noble, et donc le recrutement de ces Turcs, et qui ensuite le recrutement des Turcs qui est utilisé pour réprimer les nombreux rebelles de Syrie puis d'Égypte. C'est ça qu'il faut expliquer quand on nous dit Mu'tasim aimait les Turcs. Il faut expliquer ça. Il faut expliquer le recrutement des Turcs qui ont déjà été présentés en contexte. Donc le recrutement des Turcs pendant la guerre civile. On va leur mettre une nouvelle couleur. Donc le recrutement des Turcs. Et on nous parle donc des esclaves turcs. Et là, il faut expliquer ce que j'ai expliqué déjà en contexte. Les esclaves turcs, donc, ce sont initialement, dans une mesure assez importante, des populations que lorsque les différentes ethnies, groupes politiques, tribus du monde turcophone, donc l'équivalent du Kazakhstan et de la Mongolie actuelle, qu'ils se font la guerre, lorsqu'ils se font la guerre, ils se font des captifs. Ces captifs, ils peuvent se les échanger, ils peuvent les garder comme esclaves, et puis ils peuvent les revendre sur les marchés. C'est ce qui se passe naturellement, et c'est ce qui se passe dans le monde antique jusqu'à l'apparition du monothéisme, qui interdit de pratiquer ça entre chrétiens, et entre musulmans, on retrouve la même chose. Mais dans les populations où il n'y a ni christianisme ni islam, on va retrouver ces fonctionnements qui sont que lorsqu'on gagne à la bataille, on ne tue pas systématiquement les vaincus, mais au contraire, on les garde comme force de travail. Et donc quand on en a trop, on peut éventuellement les échanger, les revendre contre rançon face à l'ennemi, c'est une monnaie d'échange importante, et puis finalement, si on en a trop et que l'ennemi n'en veut pas, on les revend sur les marchés, et donc on les revend sur les marchés de la frontière du Dar al-Islam, dans l'Ouzbékistan actuel. Et puis vous avez des recrutements qui sont abondants dans cette région-là par tous ces seigneurs justement qui avaient l'habitude déjà de travailler à l'époque de l'Empire turc, au 6e, 7e, même au début du 8e siècle. Vous avez un empire turc, un empire Gökturk, et donc vous avez déjà des aristocraties qui sont elles-mêmes, qui ont l'habitude de travailler avec des seigneurs de tribus turques. Et donc toute cette organisation va constituer le fondement de l'armée d'Al-Mamoun, de l'armée de reconquête d'Al-Mamoun et de l'armée d'Al-Mu'tasim, l'armée qu'Al-Mu'tasim doit caserner quelque part. On explique tout ça. Ce premier calife abbasside qui prit à son service des Turcs. C'est ça qu'il faut expliquer. Il faut bien expliquer de quels Turcs on parle. Et on va revenir plus loin, mais on parle bien sûr de populations turques qui sont païennes. Donc des populations qui viennent de la steppe, des gens qui ont grandi sous la tente, qui ont été enlevés soit parce qu'ils avaient été battus à la bataille, soit parce qu'ils étaient eux-mêmes des femmes ou des enfants de femmes, de prisonniers, au moment de la razzia d'un campement par un autre. Et donc toutes ces populations sont extrêmement superficiellement islamisées lorsqu'ils sont même à peine islamisés, et ce qui va se voir dans leur onomastique. Ashinaz, Boura, Itar. Alors Ashinaz est probablement plutôt turco-sogdien, c'est-à-dire des populations donc iraniennes de la frontière turque. Mais Itar et Boura sont typiquement des noms turcs. Le nomastique est évidente à ceux qui connaissent l'arabe ou le persan, mais évidemment pas forcément si on ne la connaît pas. Donc c'est des populations qui n'ont pas de nom musulman. Ils n'ont pas de isme musulman. Ils ont un isme païen, turc. Et ces populations ne sont que statutairement musulmanes. Et c'est bien le problème qui se pose plus loin. Donc on vous parle du pays des infidèles.
C'est ce grand territoire du Kazakhstan. Les Turcs de la Perse, hein, les Turcs du monde iranien, donc les Turcs du Khorasan. C'est ça dont on parle. C'est ces populations-là dont on parle. Il faut nécessairement, dans le commentaire, un paragraphe qui reprend ces éléments que je mets ici en rouge. Donc on peut éventuellement intégrer ça dans une description de la stratégie d'Al-Mu'tasim, la stratégie générale d'Al-Mu'tasim pendant la guerre civile. En grand nombre sous ses drapeaux, voilà. Et donc ils deviennent une armée privée propre à ce calife. Et c'est de cette manière que ce calife s'impose au pouvoir, de facto. Donc ceux qui étaient déjà avec lui avant son avènement au trône. Et ça vous impose de parler de la guerre civile. Donc ça, c'est le rapport qu'il faut faire avec la guerre civile. Et vous pouvez compléter donc leurs entraînements qu'ils s'exercent au tir et à galoper leurs chevaux. Et donc effectivement, ça c'est un élément important de la culture turque, hein, c'est le talent d'archer et le talent de cavalier. Et le fait justement que ce sont des archers à cheval, qui est une pratique qui ne se fait pas par ailleurs, une pratique qui est propre au monde turc. Et donc cette armée est extrêmement efficace, extrêmement solide, extrêmement bonne cavalière, extrêmement bon tireur, lié à leur culture de la steppe. Donc c'est ça qui est exploité par l'État abbasside. C'est ça qui va causer problème, et c'est ce qu'on nous explique ici. Ces soldats allaient tous les jours, matins et soirs, hors de la ville pour s'exercer au tir, et faisaient galoper leurs chevaux dans le marché et les rues de Bagdad, et souvent ils renversaient des personnes faibles, des vieillards et des enfants qui furent blessés ou tués. Et d'une certaine manière, on peut, pour le résumé analytique de l'introduction, prendre ces lignes-là, 11, 12, 13, 14, 15 et 16, et interrompre au milieu de la phrase, pour expliquer, justement, ce recrutement massif des Turcs. Voilà, il parle du recrutement massif des Turcs, au service exclusif de Mu'tasim, et la caractéristique de ce calife, dans son rapport avec les Turcs. C'est de ça que part donc ce troisième paragraphe, en tout cas pour votre introduction. On continue, à partir donc de cette ligne 16, donc de la ligne 16 à la ligne 22, donc vous avez un quatrième paragraphe qui commence là, hein, à faire galoper leurs chevaux. Voilà. Et donc ce galopage de chevaux dans les marchés des rues de Bagdad, en fait, il reflète un contraste culturel. Et donc on va lui mettre une autre couleur. Là, il y a un contraste culturel entre ces populations païennes turcophones, tribales, qui vivent dans les steppes et qui sont des esclaves, donc souvent sans aucune lettre, hein, qui ne savent rien faire d'autre que la guerre, pour le dire crûment, et qui se retrouvent dans ce milieu bourgeois, intellectuel, des grandes villes, et notamment de la ville de Bagdad, avec des citadins qui sont piétons, qui sont à pied, et eux qui passent à cheval, alors qu'ils sont statutairement la plus basse catégorie possible dans le monde de l'islam, dans le dar à l'islam. Donc des populations de l'étranger, des étrangers, des populations de la marge, hein, le pays des infidèles, hein, le Dar al-Harb, qui s'oppose au Dar al-Islam, hein, le territoire de la guerre, le territoire qui est au-delà du limès, de la frontière du Dar al-Islam. Et donc vous avez un choc culturel avec, bien sûr, les citadins ne sont pas tous des hommes forts qui font la guerre, hein, il y a des faibles, il y a des vieillards, il y a des enfants, on est dans une culture de gens doux, de gens urbains, efféminés si on reprend les modèles chaldoniens. Khaldounien. Et donc, ce faisant, on nous explique des causes de tension, qui devaient être plus complexes et qui devaient être en partie liées au fait que les Turcs touchaient une solde, alors que les arabo-musulmans, les arabo-khorassaniens historiques, en étaient privés très largement, à part s'ils faisaient partie des grandes familles de shérifs, hein, de ashraf, de descendants de noblesse de la famille du prophète. Une ambiance un petit peu de guérilla urbaine, entre donc cette nouvelle élite, mais purement militaire, qui ne parle pas arabe, qui n'est pas musulmane, qui ne sait pas faire la prière, qui ne sait pas faire ses ablutions, qui ne sait pas lire, et l'ancienne élite, lettrée, intellectuelle, sophistiquée, citadine. Al-Mu'tasim est incapable de gérer cette contradiction. D'accord ? C'est qu'il faut gérer cette contradiction. Et donc là, on parle à mots couverts, en fait. Donc c'est son escorte, hein, de Turc, bien entendu, fut arrêté par un vieillard qui lui dit « Fils de Haroun », ce qui vous permet de faire le lien avec Haroun el-Rachid, hein, quand on vous dit qu'Haroun el-Rachid est le papa d'Al-Mu'tasim et de ses deux autres frères Al-Amin et Al-Mamoun, et que vous parlez de la guerre civile, vous pouvez rappeler que le vieillard le mentionne aussi à la ligne 20. À la ligne 20, hein, on nous répète qu'il est bien le fils de Haroun. Donc on nous répète
Et bien sûr, lui, il insiste là-dessus, donc ça c'est un autre élément, il insiste là-dessus pour rappeler donc le lien qui est entre Al-Mu'tasim et le califat arabo-musulman. Donc c'est pour rappeler un contraste. Il y a Al-Mu'tasim, fils de Haroun, calife arabo-musulman, Qurayshite, arabe, commandeur des croyants, imam de la communauté, la Ummah, qui est entouré donc d'escortes de gens du pays des infidèles, des Turcs de la Perse, des Turcs de l'Extrême-Orient, et qui en deviennent donc les maîtres des musulmans. D'accord. Et c'est cette tension-là qui est mise en exergue. Donc on rappelle un petit peu les fondamentaux. Il y a un contraste entre ces populations qui n'ont rien à voir avec l'islam et nous, et le rapport qu'il y a entre nous et toi, le calife, le fils de Haroun, le commandeur des croyants, l'imam de la communauté, à qui nous avons prêté hommage religieux, la bay'a, et qui prône tous les vendredis en chair le minbar à la mosquée, à la grande mosquée de Bagdad, pour donc la cérémonie de la khutba, le prêche, le prône ou le sermon. Il y a un contraste. Alors évidemment, les gardes ont voulu frapper cet homme. Il ne faut pas surinterpréter cet élément. Hein. On est face à quelqu'un qui interpelle le souverain dans un contexte évidemment plus violent que le monde de l'Occident contemporain. Et donc on peut s'attendre à ce que les gardes du corps donnent quelques coups de bâton aux gens qui se mettent en travers de la route donc, de la personne la plus importante de l'Empire islamique, c'est-à-dire donc la personne la plus puissante du monde à ce moment. Il faut voir ça dans ce contexte-là, évidemment. Il ne faut pas surinterpréter cet élément. Simplement, ce qu'on va nous montrer, c'est qu'Al-Mu'tasim, donc effectivement, l'écoute, mais pas parce qu'il est un bon calife. Non, non, tout simplement parce qu'il est au courant de ce problème. Et il cherche une solution à ce problème, ce qui est qu'il y a une contradiction entre son besoin de cette escorte militaire privée d'esclaves turcs et les impératifs de ce qu'est être à la tête du Dar al-Islam, de la capitale des arabo-musulmans, de ce cœur de la civilisation, de ce cœur battant de la civilisation et des lettres arabo-musulmanes. Donc il écouta ces plaintes. Et alors là, vous devez parler des plaintes. Vous devez parler du tribunal des plaintes. Les Madalim. M-A-Z-A-L-I-M. Il faut rappeler cette existence du tribunal des plaintes. Et c'est probablement de cette manière-là que ça s'est passé. Il y a dû y avoir un grand nombre de plaintes formulées devant le tribunal des plaintes, hein, qui est donc une administration qui dépend directement du califat, qui est indépendante de l'administration des émirs provinciaux. Hein, donc on peut porter plainte contre ces émirs provinciaux, c'est-à-dire qu'on peut faire une pétition depuis une province, venir en pétition directement au pouvoir central. Et donc on passe aussi à côté des différents diwan, des différents ministères, du vizir, hein, du premier ministre de l'État, qui dirige l'ensemble du système bureaucratique. Et on peut donc accéder au terme d'une procédure malgré tout, non pas forcément directement au calife, mais à une administration directement rattachée à la cour. C'est de ça dont il est question ici. Et évidemment, ici on est dans une façon littéraire de raconter donc cette prise de conscience d'Al-Mu'tasim du problème, alors qu'il devait probablement avoir un empilement de procédures dans son tribunal des plaintes à l'égard donc du comportement des Turcs dans la ville de Bagdad. Donc on finit, rentré dans son palais, il délibéra sur les moyens de remédier à cette situation. Enfin, il partit pour Samarra avec sa cour et ses esclaves, laissant son fils comme gouverneur de Bagdad. Il fit dresser une tente dans laquelle il demeura, été comme l'hiver, jusqu'à ce que les constructions fussent achevées. Et bien sûr, quand vous parlez de Samarra, qui est mentionné, et donc vous m'en donnez toutes les mentions de Samarra, donc on en a une là, et une là, hein, donc une ligne 1, une ligne 4, et une ligne 21, 22, 23, ligne 23. Et donc vous devez expliquer à quoi ressemble Samarra. Donc Samarra, c'est à terme, après Al-Mu'tasim, avec Al-Mu'tasim, mais aussi avec ses fils et petits-fils, donc c'est une ville gigantesque de plusieurs dizaines de kilomètres qui s'étale le long du Tigre, parfois sur une largeur de 4 à 5 kilomètres, donc c'est une agglomération qui est la plus grande du monde avant l'époque contemporaine, il est possible de le dire comme ça. Donc qui est d'abord là pour installer effectivement l'armée, mais également le centre du pouvoir, hein, et donc de se séparer un petit peu du pouvoir civil. Donc on a un pouvoir politique qui dépend d'une armée spécifique, une armée de mercenaires esclaves turcs, qu'on appelle donc les roulam. Hein, c'est ça qu'il faut mettre en lien avec le rouge, hein, expliquer qu'on les appelle les roulam, qui veut dire les jeunes garçons, comme les boys dans le système colonial, et ce qui veut dire aussi les esclaves.
Cette armée de roulam qui sont installés avec leurs palais, qui vont avoir leur propre hiérarchie. Donc vous allez avoir des esclaves du rang, des gens qui sont nés esclaves, qui vont monter et devenir des généraux. Et effectivement, il faudra finir le commentaire sur la structuration de ce pouvoir où les califes sont faits et défaits finalement par les généraux turcs pendant l'anarchie de Samarra dans les années 860. Et donc, si vous voulez élaborer sur les constructions de Samarra, bien entendu, il faut mentionner les grandes mosquées avec ces premiers minarets en colimaçon, une espèce de ziggurat, mais circulaire, en forme de vis sans fin, en forme de colimaçon. Donc, qui sont très spécifiques, et on en a 3 dans l'ensemble de l'agglomération. On a 3 mosquées avec 3 minarets de ce type-là dans l'ensemble de l'agglomération de Samarra, qui, donc, sur plusieurs dizaines de kilomètres, entre le sud de la région de Takrit, le sud de la région de Mossoul, et le nord de l'Irak. Donc ça fait vraiment le lien le long du Tigre entre la province mossoulienne et la province irakienne. Ce qui va aboutir un peu à cet excès, en fait, cet aboutissement extrême de cette structuration militaire par l'armée privée turque, va aboutir notamment à la fondation de la dynastie toulounide en Égypte. Ibn Touloun est lui-même un turc. Mais également finalement à une remise en cause de ce modèle avec un effondrement en grande partie économique et politique à la fin de la période de Samarra, donc à la fin du IXe siècle. Le fait qu'il laisse son fils comme gouverneur de Bagdad n'est pas du tout quelque chose à surinterpréter, on est dans quelque chose de très logique au contraire, c'est normal que le prince héritier soit à la tête de la province la plus importante. Souvent les princes héritiers au 8e siècle étaient à la tête justement de Raqqa, donc à la tête de la province de Jazira, donc la Haute-Mésopotamie, voire la Haute-Mésopotamie et la Syrie du Nord. Et puis donc à cette époque-là, à partir de l'installation à Samarra, c'est Bagdad qui devient donc la capitale numéro 2, celle du prince héritier.